à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Ma Ligue 2. Au programme aujourd'hui, les traditionnels faits marquants de la 21e journée. On recevra également Ilan Kebal, le milieu de terrain de Dunkerque. On fera aussi une page consacrée à l'actu de la JOCR avec Nicolas Fillon, qui est journaliste à France Bleu Auxerre. Et puis on terminera bien sûr par le traditionnel quiz. Pour ce podcast, Philippe n'étant pas là, il n'y a pas de trio, mais un duo, et un duo aussi efficace que la doublette Bozoc-Alioui, époque nimoise. J'ai nommé Laurent Mazur, Dorian Vemel. Salut messieurs. Salut Alex. Salut Alex. Salut à tous. Écoutez, on va commencer tout de suite par les faits marquants de cette 21e journée. Dorian, toi, tu voulais mettre en lumière le PFC. Ouais, le Paris FC, on a retrouvé le Paris FC du début de saison, vraiment une machine là, contre Amiens, c'était impressionnant, et surtout Gaëtan Laura, voilà, et sans surprise, j'en ai fait mon joueur clé de la 21e journée, que vous pouvez retrouver sur Ma Ligue 2. Il a été monstrueux, il est impliqué sur les 4 buts, mais au-delà de Gaëtan Laura, c'est vraiment tout le collectif parisien qu'on a retrouvé, voilà, très puissant dans le domaine athlétique, hyper efficace en transition. Voilà, ça a été à 1000 à l'heure avec Laura, Charles Bolly qui s'est hyper bien intégré déjà avec toute cette équipe, avec le jeune Diakité au milieu de terrain qui ne cesse de nous épater, Ousmane Kanté qui a retrouvé le chemin des filets. Donc voilà, est-ce que cette belle victoire, c'est synonyme de véritable réveil pour Paris? Est-ce qu'ils vont savoir réenclencher une grande série positive comme ils avaient démarré la saison en trombe? On se souvient qu'après 10 journées, ils étaient largement leaders. Ils avaient 25 points. Et ils avaient 7 points d'avance sur le deuxième. On les imaginait filer tout droit vers la Ligue 1. Et puis il y a eu un trou d'air avec une seule victoire sur les 8 derniers matchs de championnat. Il me semble c'était contre Guingamp avant la trêve hivernale. Et là, ça va mieux. Ils ont gagné au Havre en Coupe de France. C'est toujours bien pour la confiance. Il y a cette victoire contre Amiens. Ils jouent justement ce soir contre Valenciennes, à Valenciennes, en match en retard de la 20e journée. Donc, s'ils gagnent dans le Nord, ils réintègrent le top 5 à la place d'Auxerre, hein, justement, dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir Paris à ce niveau. Désolé pour les supporters d'Amiens. Hein, j'ai rien contre Amiens, mais c'est vraiment que Paris nous avait vraiment fait forte impression en pré-saison, en début de saison. J'étais un peu étonné de les voir un peu en manque de confiance, en manque de repères. Ils n'ont pas été épargnés par les blessures aussi, il faut le souligner. Et là, par exemple, je prends typiquement le cas de Gaëtan Laura qui n'a pas été épargné par les petits pépins. Là, quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est vraiment un joueur assez impressionnant. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les images, ceux qui nous écoutent, mais par exemple, on prend le deuxième but, c'est incroyable. Il a 5 mètres de retard sur Gomis, je crois. Il lui reprend 5 mètres, il l'envoie par terre avec un coup d'épaule et il finit devant Gertner. Sur le 4e but, c'est pareil, genre il prend 5 mètres d'avance à la course. Donc ouais, impressionné par Paris sur ce match. Maintenant, le challenge pour les Parisiens, c'est de réussir à réenclencher une grosse série positive pour remonter de quelques places au classement. Ouais, et comme tu l'as dit, ça commence dès ce soir avec le déplacement à Valenciennes en match en retard de la 20e journée. Toi, Laurent, de ton côté, ton fait marquant, quel est-il pour cette 21e journée? Le Stade Malherbe de Caen. Ah, qui n'en finit. 2 salles, 2 ambiances. Qui n'en finit plus de chuter, de décevoir. C'est bizarre pour une équipe qui a encore 2 semaines maîtrisé la JOCR. Enfin bref, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'était le technicien. Je suis présent sur le banc. Caen qui n'avance plus, qui ne gagne plus. La dernière victoire, si je ne me trompe pas, c'était à Dunkerque en décembre. Depuis, il y a eu des défaites sévères contre Sochaux, il y a eu une défaite contre Ajaccio, un match nul pourtant assez encourageant quand même du côté de Toulouse, un autre face à Caen, et puis la défaite ce week-end face à Rodez qui enterre quand même définitivement les espoirs de top 5. Espoir, est-ce qu'il y en avait vraiment? Personnellement, un petit peu. En début de saison, ils étaient pas mal. En début de saison, 10-12 journées, ça allait. Hein. En début de saison, mais en début de saison, quand on marquait peu, n'encaissait pas. Aujourd'hui, quand on encaisse plus, marque autant, voire moins, forcément, ça ne le fait pas. Voilà, parce qu'Alibran ne peut pas faire de miracle avec son effectif, mais il n'y arrive pas. Et aujourd'hui, force est de constater que Caen va finir dans le ventre mou de cette Ligue 2. Personnellement, je ne vois pas à l'heure actuelle comment Caen peut enchaîner une série de victoires de façon à aller se mêler à la lutte pour
pour la montée. Ça part d'un peu trop loin. Et puis voilà, donc Pascal Duprat a reconnu que son équipe ne méritait pas mieux que la 10e place actuelle. Et puis avec 28 points, on l'a dit, ils ont quoi? Ils ont 8 points, 8-9 points de retard sur le 5e. Auxerre, voilà, c'est plié. Qu'est-ce qui va devenir maintenant de cette équipe de Caen, de ce camp-là? Ils vont finir comme ils vont le pouvoir. En tant que mathématiquement ça va être possible, on va entendre dans les discours que c'est possible peut-être, mais enfin, voilà, aujourd'hui, Caen, il y a des années-lumière. On disait déjà que Auxerre était peut-être un cran en dessous des équipes comme Clermont, comme Toulouse, comme Troyes. Alors, Caen est très, 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 très loin. Voilà, maintenant, après, il y a aussi le futur. Pascal Duprat laissait entendre qu'il serait sûrement plus technicien de Caen l'an prochain si ça ne montait pas. Donc, on peut déjà lui dire au revoir. Hein, et puis, malheureusement, après, ouais, c'est dommage que ça ne soit pas fait pour Caen. En tout cas, ça s'est mal goupillé. Mais aujourd'hui, la dynamique est quand même très mauvaise pour cette équipe-là qui a confirmé toutes ses faiblesses, ses problématiques contre le RAF. Eh bien, merci messieurs pour ces faits marquants et on passe tout de suite. Vas-y, Dorian. Non, j'ajouterais juste que du coup, c'est là où, malheureusement, pour un entraîneur comme Pascal Duprat, c'est là où la com se heurte un peu aux réalités du terrain. C'est qu'en début de saison, quand les résultats étaient plutôt positifs, voilà, cette communication un peu, on le connaît, Pascal Duprat, il est très franc, il a pas sa langue dans sa poche et il aime bien en rajouter, il aime bien un peu piquer. Être dans la provocation. Voilà, un petit peu provocant, mais quand les résultats sont là, c'est vrai que ça peut le faire. Là, c'est vrai que maintenant que les résultats ne suivent plus et que Caen est 10e et tu l'as dit, Laurent, ça paraît compliqué de remonter. Du coup, c'est sûr que les effets de com, ils se heurtent à la réalité du terrain. Donc voilà, c'est un peu malheureux pour Caen. En plus, on a une grosse pensée pour les salariés du Stade Malherbe parce que le camp vient d'annoncer un plan social pour les mois à venir. Il y aura une vingtaine de postes qui est menacé, donc c'est pas joyeux, surtout dans cette période de crise actuelle. Donc nous, tout ce qu'on peut souhaiter au Stade Malherbe, c'est de vite regagner des matchs, de vite remonter au classement et puis de vite pouvoir se mêler à la lutte pour la montée dans un avenir proche. J'annote un autre fait, avec très très vite une parenthèse, je l'ouvre. Il y a eu des buts entre Paris et Amiens, et bizarrement, on n'a pas entendu ni de fait d'arbitrage, ni de pénalty, ni de rouge, et pourtant, c'était Bartholoméo Varela sur le terrain. Donc je tiens à le signaler, quand c'est bien, il faut le dire. Je referme. C'est tout à ton honneur. Ouais, n'est-ce pas? Bravo messieurs, comme dirait Pascal Duprat, vous n'avez pas été des trompettes pour ces faits marquants. Et on va donc pouvoir passer à notre grande interview. Et on reçoit maintenant notre invité Ilan Kebal, le milieu offensif de Dunkerque. Bonjour Ilan et merci d'être avec nous dans ce podcast. Bonjour, merci à vous. Ilan, première question déjà, après une petite série compliquée à Dunkerque, on imagine que la belle victoire contre Ajaccio a dû faire du bien et être vécue comme un soulagement dans le groupe, on imagine? Ouais, franchement, cette victoire nous a fait énormément de bien. On était sur une série, on va dire sur les 7 derniers matchs, 6 défaites, si je crois bien. Et il fallait stopper au plus vite. On a su le faire contre Ajaccio. Et franchement, ça nous a fait énormément de bien parce que sortir d'une série comme ça, c'est pas facile. Il y avait du doute qui s'était installé un petit peu dans le groupe ou pas? Inconsciemment, oui, forcément. Quand il n'y a rien qui te réussit, tu prends 4 buts, tu prends 5-0 à Clermont. Pour tout footballeur, c'est pas facile de se relever. Donc, on a su le faire. Et voilà, c'était un peu de doute, pas pour les joueurs, mais on va dire quand on rentrait sur le terrain, on n'avait pas forcément la même confiance qu'on avait que dans certains matchs. Et donc là, on a su gagner contre Ajaccio une bonne victoire. Et je pense qu'elle nous a fait énormément de bien, que ce soit le staff, le groupe, tout le monde. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir repris un peu de marge sur la zone de relégation, parce que même si vous avez jamais été très proche de cette zone avec un bon début de saison, mais là, elle commençait à se rapprocher tout doucement. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir jouer plus libéré par rapport à ça aussi. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'on avait beaucoup de points d'avance au début. Et le problème, c'est que c'est pour ça que les 6 défaites qu'on a eues, on va dire qu'on n'a pas été en zone rouge parce qu'on a su prendre de l'avance. Et donc, forcément, ça nous a fait du bien, mais on voyait qu'à force, les équipes derrière gagnaient des matchs et nous, on ne gagnait pas. Donc, il fallait faire attention. Et là, c'est pour ça que cette victoire-là nous fait du bien, nous fait un peu monter un peu plus au classement. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Ouais, justement, Ilan, c'est ce que tu
disais là, comme Dunkerque a effectué un très bon début de saison, on n'a jamais trop parlé de maintien et d'urgence de points pour l'USLD. Aujourd'hui, vous avez encore 10 points d'avance sur la zone rouge, ou en tout cas sur les deux derniers. Mais quel est l'état d'esprit? Est-ce que quand même dans votre tête, c'est le maintien? Il faut quand même qu'on franchisse cette barre des 40 points le plus tôt possible, ou c'est on va se maintenir, on est serein? Voilà. Comment est-ce que vous êtes, vous? Ben, bien sûr que pour un club promu, tout d'abord, c'est le maintien. On a le plus petit budget de Ligue 2. On a eu beaucoup de blessures, beaucoup de Covid, mais ça, c'est à peu près toutes les équipes. Mais le problème, c'est que on doit assurer le maintien le plus vite possible pour qu'ensuite on joue un peu plus, un peu mieux. Mais je pense que voilà, on a cette pression-là que c'est normal parce qu'on doit maintenir le club en Ligue 2. Et donc le premier objectif, c'est de se maintenir le plus vite possible. Si on doit avoir les 40 points à la 32e journée, ça serait 33e, ça serait bien, mais bon, ça va être un peu difficile. Le but, c'est de se maintenir le plus tôt possible. Et dans tous les cas, c'est le maintien, hein, l'objectif. Et il y a le Au maintien début, sur peut-être. Ouais. Pardon, je vous dis quoi. Non, c'est moi. Je disais qu'il y avait le maintien sur le plan sportif, certes, mais en coulisses, on l'a vu aussi, et ça fait beaucoup parler, notamment cet hiver. Vous avez été relégué, rétrogradé administrativement de façon provisoire, confirmé en appel. Est-ce que ça joue sur le moral de l'équipe, sur la confiance? Est-ce que vous en parlez ou est-ce que vous laissez ça vraiment dans la main des dirigeants? Non, ben, nous, on a eu la confirmation que quoi qu'il arrive, si on se maintenait, il n'y aurait pas eu il y a pas de problème, l'argent, il est là. Le président nous a rassurés. On sait que si on se maintient, en tout cas avec footballistiquement, à la fin, l'année prochaine, Dunkerque sera en Ligue 2, à coup sûr. Donc voilà, ça, on laisse gérer le club. Nous, c'est pas notre but, c'est de maintenir le club en Ligue 2. Et après, une fois qu'on le maintient en Ligue 2, on va dire que c'est plus trop notre problème. Donc voilà, on laisse faire le club et voilà. Une fois qu'on maintient en Ligue 2, c'est très bien. Toi, justement, est-ce que tu seras là l'an prochain? C'est que tu es prêté par Reims. Quel est ton souhait? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu as joué 18 matchs déjà, tu as marqué 2 fois. On sent que tu prends de plus en plus de plaisir dans ce groupe-là. Quel est ton souhait, toi? Ben, moi, personnellement, l'année prochaine, je dois retourner à Reims. Et donc, forcément, j'appartiens à ce club. Donc, tout objectif, c'est de jouer le plus haut possible. Moi, je suis quelqu'un de compétiteur, c'est-à-dire que je vais essayer de jouer le plus haut possible. Mais l'année prochaine, donc, je serai à Reims. Et le but, c'est de jouer à Reims aussi. Donc, le club me fait confiance. Et l'année prochaine, une fois que je serai là-bas, on pourra mieux en parler. Parce qu'aujourd'hui, je suis à Dunkerque. Je me concentre vraiment sur faire une grosse saison, maintenir le club en Ligue 2. Parce que franchement, c'est un club qui le mérite. Les gens au club, le coach, le staff, les joueurs, on mérite ça. Donc, le but, c'est de maintenir le club en Ligue 2, de faire une grosse fin de partie de saison. Et l'année prochaine, voilà, je retournerai à Reims. Et voilà. Est-ce que justement tu es en contact avec les dirigeants de Reims? Est-ce qu'ils suivent là ta saison de près à Dunkerque? En plus, on voit que tu t'éclates en Ligue 2, tu fais des bonnes performances. Tu as un retour sur tes matchs Oui. de leur part? Oui, chaque semaine, chaque match, il y a un retour du staff. On m'envoie ma petite vidéo, on met des conseils. Donc, ouais, forcément, c'est pas un club qui te prête et qui te laisse à l'abandon. Ils te regardent pas. Non, franchement, ils sont là tout le temps, une fois par semaine. Donc, ouais, franchement, non, ils sont attentifs et ça fait plaisir. Et en plus j'imagine, rêver de jouer en Ligue 1 avec Reims, tu as pas mal bougé depuis le début de ta carrière, tu as connu pas mal de clubs. J'imagine que la stabilité, ça va être aussi un critère important pour ton prochain club, si Reims ou un autre. Ouais, ben, c'est sûr, c'est que depuis que j'ai signé professionnel, on va dire que ben, j'ai pas connu cette stabilité. J'ai fait 6 mois à Reims, 6 mois à Lyon-Duchère, puis ensuite là, 1 an à Dunkerque. Et voilà, c'est vrai que c'est important quand même la stabilité de bouger. Mais bon, c'est moi qui avais demandé à avoir du temps de jeu. J'ai préféré jouer en Ligue 2 parce que je sentais que j'en avais besoin. Donc voilà, j'ai préféré avoir plus de bagages pour que l'année prochaine, voilà, j'ai ce qu'il faut pour jouer avec le club, avec Reims. La Ligue 2, justement, c'est un championnat que tu découvres cette année avec Dunkerque. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que franchement, j'avais confiance en moi. J'ai pas joué en me disant ouais, c'est de la Ligue 2, non, nanani, nanana. Non, franchement, c'est un très bon niveau. C'est un niveau professionnel, Ligue 1, Ligue 2. Et voilà, j'ai su m'adapter rapidement et je suis content. Maintenant, c'est à moi d'encore progresser pour essayer de faire des meilleures performances que la première partie de saison et il faut travailler pour ça. En plus, tu es entouré de joueurs qui ont une certaine petite expérience. Je pense à Redouane, je pense à Cheikh Fantamadi aussi. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Ça doit être quand même bien, même en Ligue 2, d'être entouré par ce style-là.
Ouais, bah c'est sûr, c'est surtout l'expérience qui, moi, c'est la première fois que je joue en Ligue 2 et eux, ils ont connu ça. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, l'expérience. Moi, je suis encore jeune. En général, dans l'équipe, quand je joue, on va dire que je suis le plus jeune joueur de l'équipe à jouer. Donc, forcément, qu'on me donne des conseils, eh ben, tu es obligé d'écouter. Et surtout qu'ils ont déjà connu ce niveau-là, c'est-à-dire ils connaissent mieux que moi. En tout cas, moi, j'ai que 18 matchs. Eux, ils ont 40, 50 matchs. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de jouer avec des joueurs comme ça. Et Dunkerque est réputé pour être une équipe solide, qui met beaucoup d'impact. Toi, tu as un petit peu la touche technique de cette équipe. Qu'est-ce que le coach te dit? Il te laisse assez libre de jouer dans tes dribbles, dans les manières offensives, ou alors tu es cadré et tu as des consignes plus précises? Non, justement, on va dire que moi, comme on est une équipe un peu plus défensive qu'offensive, parce que c'est un peu notre force, on va dire que moi, on essaye de me toucher pour que justement, moi, je mets en avant mes attaquants et que j'arrive à ressortir la balle proprement. Donc oui, le coach me laisse libre. Il me demande de me demande de faire ce que je sais faire devant, d'amener du danger, dribbler, faire des passes. Et voilà, il me laisse libre, il me fait confiance. Et donc, je le remercie déjà pour ça parce que il n'y a pas tout le temps, tous les coachs te disent de faire un peu ce que tu veux, entre guillemets. Donc, moi, il me demande de faire mon jeu, de jouer mon jeu, d'apporter à l'équipe. Et c'est ce que j'essaye de faire. D'ailleurs, on le voit très bien sur le terrain, et notamment quand on analyse un peu tes déplacements, ta présence sur le terrain, tu es essentiellement sur le côté droit, que ce soit derrière, devant. Finalement, on te retrouve très peu à gauche. C'est une volonté de ta part, même si tu es assez libre, d'être excentré à droite pour pouvoir rentrer, j'imagine, plus sur ton pied gauche. Ben, en fait, surtout dans le dispositif où on joue, si je vais à gauche, ça ne me dérange pas parce que ça me dérange pas, mais si je vais à gauche, on va dire que lui qui joue à gauche, il l'empêche un peu de faire son jeu. Donc moi, comme je démarre à droite, c'est plus facile pour moi de rentrer dans l'axe et de jouer derrière l'attaquant, tout ça, alors que si je vais à gauche, on va dire que je vais un peu servir à rien, à part si avec l'ailier gauche on tourne, mais c'est sûr que ma préférence c'est d'être sur le côté droit pour rentrer sur mon pied gauche, c'est plus facile. Mais mes mouvements, je les fais en fonction des joueurs aussi parce que c'est important de faire tes mouvements en fonction de l'équipe et des joueurs. Donc c'est important. Du coup, pour le prochain match, c'est un derby sur la pelouse de Valenciennes. On sait que vous les battu au match aller, donc je pense qu'ils vont vous attendre. Ils vont avoir un peu envie de prendre leur revanche. Est-ce que cette notion de derby, on la ressent quand même? Parce qu'aujourd'hui, les stades sont vides, malheureusement, avec le contexte sanitaire. Après, Dunkerque et Valenciennes, voilà, ils n'ont pas un passé, ils ont pas un passé récent, puisque Dunkerque creuse seulement en Ligue 2. Mais est-ce que cette notion de derby, elle est mise en avant cette semaine quand même, par exemple, par le coach par d'autres joueurs? Ben, pas forcément par le coach parce qu'on n'est qu'au début de semaine, donc on prépare encore le match, mais les gens au club, voilà, Valenciennes, ils savent que c'est un derby. Les gens d'ici, en tout cas, moi je ne savais pas parce que je découvre ça, mais à l'aller, j'ai vu ça, on a gagné. Avec les supporters, c'est toujours mieux. Mais voilà, c'est sûr que ça perd un peu de sa saveur sans supporters. Mais voilà, c'est un derby, ça reste un derby, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer sur le terrain. Voilà, les matchs comme ça, c'est des matchs que limite tu ne peux pas perdre, il ne faut pas que tu perdes. Et voilà, donc on va se donner à fond parce que pour les supporters et pour les gens au club, ce match-là, il est important forcément parce que c'est un derby. Et voilà, donc ouais, c'est sûr que ça perd un peu de sa saveur sans supporter, mais comme tous les matchs, n'importe quel match d'aujourd'hui, c'est pas facile. Donc, mais bon, on doit s'adapter, c'est comme ça. Ouais. Et justement, toi, quand tu joues, tu es un joueur qui aime faire lever les foules, j'imagine. Enfin, tu as un jeu pour ça. Ouais, tu souffres de ça, du manque de supporters? Ouais, ben, franchement, en tant que footballeur, moi qui regardais le foot depuis petit, je regardais le foot par rapport aux supporters, parce que c'est les émotions que ça peut amener. C'est sûr que voilà, moi, je suis sur le terrain, même à huis clos, j'aime ce que je fais, donc je suis passionné, j'aime trop ça, mais c'est sûr que sans supporters, c'est difficile des fois de se mettre dans le, pas de se mettre dans le match, mais il y a des fois où dans le match tu souffres et avec les supporters, ça peut t'amener quelque chose en plus. Et voilà, c'est sûr que faire ce que tu aimes sans supporters, et c'est compliqué. En début de saison, on a connu la moitié des supporters parce qu'on ne pouvait pas voir le stade plein, mais tu sentais que c'était pas pareil. Déjà, tu étais content de jouer, il y avait les supporters, ils criaient. Donc ouais, c'est sûr que c'est un peu chiant, on va dire, mais bon, on n'a pas trop le choix. Il y en a plus important dans la vie et c'est comme ça. Écoute, Ilan, on souhaite que tu retrouves les supporters. Merci. On espère dès cette saison, même si ça s'annonce compliqué. Puis Ouais. la saison prochaine à Reims ou ailleurs. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé Merci à vous, c'est un gentil. petit peu de temps pour ce podcast. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à beaucoup, vous aussi. Ilan. Merci. beaucoup, Au revoir. Ilan. Et on va maintenant parler de l'AJ Auxerre avant le derby face à 3 samedi. Et pour évoquer l'actu de l'AJA, on reçoit Nicolas Fillon, journaliste à France Bleu Auxerre, commentateur et animateur de 100% AJA tous les lundis et vendredis à 18h. Salut Nicolas. Salut à tous. Merci beaucoup pour Euh, l'invitation, ça fait plaisir.
Bah, écoute, merci à toi, hein. On rappelle qu'on est très souvent invité dans 100% AGIA, toute l'équipe de Malick Ouais. 2, chaque lundi ou chaque vendredi. Donc, on se parle régulièrement. Donc, ça fait plaisir de te recevoir à notre tour. Bah, écoute, on va parler bien sûr de l'actu de l'AGIA, qui est dans une grosse série 5 contre toutes les équipes du haut de tableau. Et cette série, elle ne se passe pas très bien. La GIA a fait nul à Caen, nul contre Caen à domicile, nul à Grenoble et a perdu samedi contre Clermont. Et les 2 prochains matchs, c'est du lourd aussi. C'est déplacement à 3 et réception du TFC. Toi, comment tu juges les 3 derniers matchs de la GIA déjà qui ont été assez différents, notamment dans le contenu? Il y a eu un peu de tout. Ouais, les 3 derniers matchs de la GIA en championnat, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de tout, et c'est un petit peu aussi dans la continuité des derniers matchs de l'année où la GIA n'était pas forcément hyper souveraine. Victoire 2-1 contre Pau lors de l'avant-dernier match de 2020. Et puis un succès assez étriqué contre Dunkerque avec un Donovan Léon des Grands Soirs qui a quasiment tout sauvé. On a retrouvé ce Donovan Léon, on va dire, imperturbable, très très fort sur sa ligne contre cette équipe de Clermont, mais il n'a pas pu empêcher l'inévitable. On a l'impression que cette équipe de la JOCR, qui peut être irrésistible par moment, elle peut avoir des petits trous d'air. Bah, tu l'as dit, Alexandre, contre Caen. Il y a ce match nul, un but partout, où au final, Caen égalise sur sa seule action de la rencontre. Et donc, petite fébrilité du côté de la GIA contre cette équipe de Grenoble qui est quand même un costaud, un lourd de ce championnat de Ligue 2. On mène 2-0 du côté de la JOCR. Il y a ce pénalty raté de Le Bihan à 3-0 et ensuite tout s'effondre. Et puis, pour ce match aussi contre Clermont, on a une équipe de la JOCR qui n'est pas du tout rentrée dans son match, qui au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, était déjà mené 1-0. Et on ne l'a vraiment pas reconnu. Il y a peut-être un petit peu de fatigue, peut-être un peu aussi de fébrilité mentale. C'est difficile à expliquer, mais on sent que voilà, sur les derniers matchs, c'est compliqué. On n'oublie pas non plus la victoire contre le dernier Châteauroux sous la neige, 4-1, où vraiment il fallait s'en sortir de cette rencontre qui semblait assez piégeuse. Mais on sent quand même que la JOCR est en train un petit peu de chercher son second souffle, quoi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un match complet vraiment de toutes parts où toutes les individualités sont en rendez-vous. Et rien que pour prendre le dernier match contre Clermont, on avait un Rémi Dugimon qui a été absent, un Mathias Autrette un petit peu en dedans, du coup un Michael Le Bihan qui n'a pas été forcément bien alimenté, et du coup voilà, il y a beaucoup d'éléments. Ça ne s'explique pas par une seule chose, le fait que la GIA marque un petit peu le pas, 5 points sur les 12 possibles en 2021. Voilà ce qu'on peut dire de cette période actuelle de la JOCR. Ouais, ça n'arrive pas forcément dans la bonne période avec tous ces énormes chocs face au Cador, aux concurrents directs. Et puis en plus, il y a ce match face à Marseille en Coupe de France. On en parlait la semaine passée. Est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle d'affronter l'OM? Ça vient se rajouter à un calendrier surchargé et surtout avec, et on en parlait aussi, un 11 de départ qui change peu, ou en tout cas Jean-Marc Furlan qui effectue peu de rotation. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il ne faut pas laisser de côté l'OM, la Coupe de France voilà, comment est-ce que toi, tu vois ça? C'est vrai que ce match contre l'OM, et Jean-Marc Furlan, il en a déjà parlé avant même que la JOCR puisse se qualifier, c'est que tu rajoutes ce match-là en plus, Laurent, et ben, tu te retrouves avec 12 rencontres en même pas 8 semaines, c'est énorme. On n'a jamais vécu ça, je pense, du côté de la JOCR ces dernières saisons, et même pour tout le football professionnel avec le Covid qui rentre en ligne de compte, ce format de la Coupe de France un petit peu dégradé et qui fait que voilà, on se retrouve avec un match en plus. C'est vrai que cette rencontre-là, alors le coach Ikoné l'a dit, il ferait jouer le même 11 que celui qui s'est imposé contre la Gambardella de Troyes. Mais on se retrouve quand même avec beaucoup de remplaçants qui vont jouer, peut-être quelques titulaires, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a eu cette promesse-là, mais peut-être que vu où la GIA en sera à ce moment de la saison, ça sera le 10 février, peut-être qu'il faudra donner du temps de jeu à encore des titulaires parce qu'on sent qu'il y en a qui puisent un petit peu. Hormis Hamza Saki, depuis le début de la saison,
depuis début 2021, il y en a peu vraiment à ressortir. Peut-être Arcus, peut-être Donovan Léon, mais voilà, là, on est du côté défensif et c'est ce que je disais aussi pendant le match contre Clermont. Si on doit ressortir la performance du gardien ou du secteur défensif et qu'en plus on ne s'impose pas, c'est que c'est pas forcément bon signe, quoi. Donc quand on a ce match contre l'OM qui arrive, qui se rajoute à un calendrier surchargé, Alexandre l'a dit, on a déjà rencontré le 3e Clermont, désormais 2e. Qui était deuxième après sa victoire. On va rencontrer le leader 3, ensuite Toulouse qui est un gros morceau aussi. Franchement, ce match-là, est-ce qu'il peut servir pour mettre des minutes dans les jambes aux remplaçants? Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait jouer, mais il ne faut pas en faire un objectif parce que, et de toute façon, au club, on le dit sans le dire, le véritable objectif, c'est la montée, c'est ses premières places et pas du tout la Coupe de France, quoi. Pardon. J'allais dire, après le match de Clermont, je ne sais pas ce que vous avez en pensé, Alex et Nicolas, vous qui suivez vraiment encore de plus près la GIA, mais on a vraiment senti clairement un cran au-dessus, même si après les débats se sont un petit peu plus équilibrés, mais on a quand même vu Clermont qui a eu des grosses occasions, et tu l'as dit Nicolas, sans un grand Donovan Léon, honnêtement, je pense que ça peut faire 2 ou 3-0 pour Clermont. Mais quand j'entends le discours de Jean-Marc Furlan après le match, où il dit oh, on pensait être plus bousculé, ok, on a raté le premier quart d'heure, mais après, limite, c'est nous qui les avons bousculés, ils étaient dans le dur. C'est pas trop le sentiment qu'on a eu. Est-ce que tu es un peu du même avis? En tout cas, moi personnellement, je parle en mon nom, j'ai l'impression qu'il y a un petit gap entre Auxerre et par exemple Troyes et Toulouse qui jouent les 2 premières places. J'ai l'impression qu'il manque un peu quelque chose à Auxerre, et du coup, le match de Clermont l'a illustré pour moi. Alexandre, vas-y. Non, bah, moi j'ai donné mon avis hier dans 100% JA. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Dorian. Moi, je trouve il y avait une classe d'écart entre Clermont et Auxerre, et que je trouve que le discours et la com d'après-match reflétaient pas vraiment la physionomie du match, parce que pour moi, même, franchement, si la JA en prend 5 dans le match, il y a pas, si ça finit à 5-1 ou 5-2, il n'y a pas de scandale. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, toi. C'est vrai qu'il y a plusieurs avis, il y a plusieurs grilles de lecture, et moi j'ai pu parler à des supporters ou des gens au sein du club, et tu l'as dit Dorian en conférence de presse d'après-match, on a un Jean-Marc Furlan et un Birama Touré qui étaient plutôt dans le mood de se dire c'est vrai qu'on a eu un mauvais quart d'heure, 20 premières minutes mauvaises, mais après, je reprends les termes, on les a asphyxiés au fur et à mesure. Voilà, et on les a vraiment empêchés de jouer. Et d'autres supporters qui disent aussi que finalement, on n'a pas été impressionné par Clermont. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait la beauté du foot, c'est qu'on a plusieurs avis, plusieurs grilles de lecture. Et moi, la mienne, c'est quand même de dire que la JOCR, c'est vrai, s'est fait bouffer pendant une bonne demi-heure, mais vraiment, on ne les reconnaissait pas. Et il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. On l'a dit déjà, la méforme de certains joueurs, de Dugimon qui ne faisait pas assez d'efforts pour essayer d'aller sauver le pauvre Bernard qui se prenait les vagues successives sur son côté gauche. Un bloc qui était un petit peu coupé en deux, des lignes de marquage, des espaces qui étaient vraiment pas assez réduits pour aller embêter cette équipe de Clermont qui a des joueurs vraiment au-dessus du lot, que ce soit les Gastiens, les Berthomier, les Bayo, Alvina, Dossou, ça va très très vite et ça combine bien, ils se connaissent très très bien. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression que même s'il y a eu la possession de balle qui a vraiment été inverse en seconde période et que cette équipe de Clermont, elle s'est repliée, Clermont s'est quand même retrouvé à plusieurs reprises en cette seconde période en position de marquer le but du break avec des contres vraiment assassins, et on sentait qu'à chaque fois, c'est aussi parce que cette équipe de la GIA se livrait à fond pour essayer d'égaliser, mais voilà, on était plus proche quand même du 2-0 que du 1 partout. Il n'y a que cette tête de Saki qui a fait briller Desmas sur un coup. Et hormis ça, voilà, Clermont, lors de ce match, s'est procuré 22 tirs. C'est énorme. Je ne crois pas que la GIA en ait encaissé autant. Il n'y en a pas non plus des masses qui sont cadrées. Je crois qu'il y en a que 7. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Et c'est vrai qu'on sent quand même ce gap entre Clermont et la GIA, rien que pour parler de ces deux équipes, sur notamment un aspect dont on parlait beaucoup en début de saison, qu'on a un petit peu oublié, c'est que cette équipe de la GOCR, elle prend quand même
pas mal de buts, quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle en prend alors que ses éléments défensifs, pour la plupart, je prends Gauthier Lloris, Joubal, Arcus, le gardien, Bernard, un petit peu en dents de scie quand même, mais ces éléments-là, individuellement, font de bons matchs. Mais cette équipe de la GOCR arrive quand même toujours à se prendre des buts. Je crois qu'elle a fait que 4 clean sheets depuis le début de la saison, alors que du côté de Clermont, on en a 11. Voilà, c'est le jour et la nuit. Et si la GOCR n'arrive pas à régler ce problème de solidité, elle se lance toujours à l'attaque et c'est bien, hein, on ne va pas s'en plaindre parce qu'on s'éclate quand on commente les matchs, quand on les regarde, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris autant de plaisir à voir une équipe avec d'aussi bons joueurs de foot devant. Mais si elle n'arrive pas à régler un petit peu cette solidité, ce bloc équipe et aussi à corriger certaines erreurs individuelles, notamment en début de saison, il y en a encore un petit peu par-ci par-là, ça va être difficile pour reprendre le petit sondage que vous aviez mis sur votre compte Twitter, là, ça va être difficile pour la GIA, si elle ne règle pas ce problème de solidité défensive, eh bien de pouvoir atteindre les 2 premières places. Là, moi, je pense que 5e, c'est sa place, 5e, 4e, à la limite 3e, mais il y a encore trop de gap entre elle et des équipes comme Troyes, Clermont et à la limite Toulouse. Justement, tu parlais de ce sondage. On vous a demandé sur si vous pensiez la GIA capable de finir dans le top 2. C'est assez mitigé, je dirais plutôt tendance au non. Tu en parlais des clean sheets. Il y a YoYo89 qui nous dit: vous avez déjà vu une équipe faire top 2 avec moins de 20% de clean sheets sur la saison. Il y a Kevin Thierry qui nous dit: capable, oui, faisable, je suis moins convaincu, mais il faut y croire jusqu'au bout, rester à portée des 2 premiers pour espérer. Et puis Darcel qui nous dit: capable, oui, Clermont, on a battu 3, on aurait dû battre Toulouse à l'aller, Clermont n'est pas si impressionnant. Et Pierrick nous dit aussi: j'ai voté oui parce que j'ai envie d'y croire. La raison principale, la grosse charge de travail du staff de Jean-Marc Furlan et la grosse préparation physique qui prépare une équipe pour finir très fort. Donc on voit que les supporters de la GIA y croient quand même un peu. C'est quoi le résultat du sondage en termes de pourcentage? En pourcentage, je l'ai sous les yeux, c'est oui à 36%, non à 63%. Okay. Donc c'est plutôt, je pensais que ça serait plus non, parce que je pense aussi que la GIA est plutôt décrochée par rapport au top 3. Justement, tu parlais notamment des erreurs défensives. C'est quoi les vrais axes si la GIA veut, notamment contre Troyes et Toulouse, là, dès samedi et dès la journée suivante, si la GIA veut espérer battre ses gros, c'est derrière, avec notamment le retour de Joubal qui risque de faire beaucoup de bien. Oui, il y a ça, l'aspect défensif à régler, et puis aussi l'aspect mental, parce que sur plusieurs rencontres, il y a des petites absences, il y a des manques, on va dire, d'application dans les passes, il y a des erreurs un petit peu bêtes qu'il faut vite corriger, qui peuvent se corriger, mais je pense que ça se passe vraiment dans la tête, à l'image de ce premier quart d'heure contre Clermont, à l'image de... moi, je repense à plein d'autres matchs. Il y a eu Rodez, il y a eu Nancy. Voilà, Nancy exactement. Il y a plein de matchs comme ça où on se dit, voilà, on a eu un match nul, mais les 2 points en plus, si on l'avait emporté, étaient quand même assez accessibles. Et c'est vraiment dans l'aspect, c'est un mot qu'aime bien utiliser Jean-Marc Furlan, que les joueurs soient tous concernés, mais je ne pense pas que les remplaçants, les titulaires aussi, pour pouvoir faire des performances abouties de la première à la dernière minute. Et ça, hormis les cartons contre l'AC Ajaccio, contre Niort, contre Chambly, contre des petites équipes finalement, même si Niort arrivait avec un statut quand même un petit peu plus élevé que Chambly et l'AC Ajaccio. Ce qui manque encore, c'est cette régularité dans la consistance des performances. Il ne faut pas oublier que en début de saison, c'était déjà le cas aussi, avec ces 7 ou 8 arrivées. Les automatismes ont commencé finalement à prendre, mais il y a encore un palier à passer. C'est difficile de dire que voilà, c'est la défense, voilà, c'est le milieu, c'est l'attaque. Pour moi, c'est encore des petits détails qui font qu'on a une équipe comme Troyes qui va galérer contre Pau, mais qui va l'emporter finalement 1-0.
où ça va être le cas aussi pour Toulouse, pour Clermont. Pas forcément faire des matchs exceptionnels, mais l'emporter comme au match aller contre Troyes, avec cette victoire 2-1, où voilà, on était resté sur des derbies assez enflammés, avec quelques cartons rouges du côté de la JOCR, mais on avait su prendre ce match par le bon bout mentalement. On n'avait pas été les meilleurs, mais on avait pu l'emporter. C'est ce qui manque encore, je pense. Écoute, Nico, merci pour ce brillant éclairage sur la GIA, sur son actualité. Dorian, tu voulais rajouter quelque chose? Je trouvais intéressant aussi le commentaire sur Twitter sur le côté Jean-Marc Furlan apprécie, répète toujours en conf de presse, et Nico en est témoin, qui prépare toujours ses équipes au sprint final, au Money Time. Donc c'est vrai que comment dire, c'est un paramètre à prendre en compte, c'est que là, effectivement, peut-être que la GIA, en plus il y a l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, on l'a rappelé avec la Coupe de France, donc rythme infernal, mais c'est vrai que faudra voir effectivement si une équipe comme Troyes n'aura pas un trou d'air à un moment donné. Toulouse est sur une formidable série, et peut-être qu'à un moment donné ils auront un trou d'air. Là, vaut mieux peut-être avoir ce petit trou d'air maintenant et finir fort. On sait que Jean-Marc Furlan, et voilà, il est hyper expérimenté, la montée, ça n'a aucun secret pour lui, et effectivement il faut pas enterrer Auxerre, même si à l'heure actuelle, on peut penser qu'il y a une petite différence avec Troyes et Toulouse, voire Clermont. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas enterrer Troyes et Auxerre, parce qu'ils sont capables de faire un gros finish avec une préparation qui est justement, je pense, axée sur ces 10 dernières journées. Voilà, Jean-Marc Furlan aime bien parler des 10 dernières journées. Donc on surveillera ça. Et attention, parce que Jean-Marc Furlan répète constamment, tous les ans, comment, dans ton projet de jeu, tu fais pour prendre les 42 points. Les 42 points. Et une fois que tu les as, tu peux voir plus haut. Mais comment tu fais dans ton projet de jeu? C'est ça. Le projet pérenne. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un gros match défi qui attend la GIA. Oui, c'est un match défi, parce que le match menace, c'est plutôt l'équipe. C'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis, Dorian, c'est qu'il ne faut pas enterrer cette équipe de la JOCR, il ne faut pas non plus faire des constats arrêtés. Là, on parle à l'instant T. Les équipes du haut de tableau vont se rencontrer elles aussi en même temps, comme la JOCR. Peut-être qu'il y a des points qui vont être laissés en route. Si on paraît exigeant là dans ce podcast, et peut-être aussi dans 100% AGA sur France Bleu Auxerre, c'est parce que moi, je suis exigeant de nature, et je pars du principe que tout ce qui est bon à prendre, enfin, je ne sais plus l'expression, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. Et quand je vois ces matchs contre Nancy, contre Rodez, contre Caen, Grenoble, je me dis que… Mais c'est normal, ça fait partie de la vie d'une équipe. Elle ne peut pas être à 100% dès le départ, surtout quand on sait d'où on vient du côté de la JOCR, 11e la saison dernière, avant l'arrêt du championnat. Tous ces joueurs qui sont arrivés, qui doivent un petit peu se fondre dans le collectif. Franchement, être 5e, c'est top, vu d'où on part du côté de la JOCR, vu ce que l'on montre. On demande qu'à mieux, voilà, tout simplement. Et si tu finis ta saison 4 ou 5e, c'est une saison quand même qui est réussie, globalement, notamment avec le spectacle que tu proposes, et puis en barrage et en play-off, même si c'est très dur pour le club de Ligue 2 qui finit 4 ou 5e, tout est possible. Surtout face à un bas tableau de Ligue 1 extrêmement faible. Ouais, exactement. C'est extrêmement faible, mais voilà, on sait qu'il y a quand même toujours une petite différence entre Ligue 1 et Ligue 2 au niveau impact physique, peut-être. Ouais, peut-être, mais mordant. Ça reste quand même faible en Ligue 1, et en Ligue 2, ça fait quand même, et je pense que c'est unanime, très longtemps qu'on n'a pas vu 5-6 équipes du haut de tableau produire du jeu comme ça. On prend notre pied quasiment à chaque match. On voit Toulouse, Auxerre 3, Clermont forcément, même le Paris FC joue très bien. C'est vrai que ça fait très longtemps. Donc, on se dit que tout est possible. On se dit que tout est possible, c'est vrai, même si voilà, cette 3e place, cette 4e ou 5e, c'est un peu la carotte. Je crois que quand tu es 5e, donc tu rencontres le 4e, après le vainqueur de ce match-là, il rencontre le 3e chez le 3e. Tu te déplaces surtout à chaque fois. Match aller-retour, donc ça te fait 1, 2, 3, 4. Non, tu as 4 matchs en une semaine et demie. En une semaine et demie, la fin mai, avec tout le calendrier que tu as eu, même si je crois que c'est à partir du mois d'avril ou mars où tu passes à un match par semaine si tu n'as pas la Coupe de France.
Bon, ça peut faire un peu lourd, mais voilà, comme tu l'as dit, et comme l'a dit aussi Dorian, c'est vrai que Jean-Marc Furlan, il insiste beaucoup là-dessus, sur le finish, le fameux money time. On sait que Lyon aussi, en championnat de France, en D1 et en Ligue 1, avait l'habitude de finir très 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 fort. Amiens à l'époque, en Ligue 1. En Ligue 1, à l'époque, ouais, désolé, je suis un peu vieux. Non, mais Non, c'était voilà, l'année c'est tout ce qu'on souhaite à la JOCR, qui est quand même encore dans le bon wagon. Mais voilà, les 2 prochains matchs face à 2 concurrents directs vont nous donner un peu une indication sur est-ce qu'on peut accrocher cette 2e place, ou est-ce qu'on peut toujours se battre pour 3e, 4e, 5e. Et après avoir parlé de la GIA, on va passer maintenant à notre traditionnel quiz avec un invité spécial. Philippe n'est pas là et c'est Nicolas Fillon du coup qui le remplace au pied levé. Donc ça sera un duel à 3, messieurs, pour ce quiz. Et je pense que vous ne serez pas trop de 3 parce que je vous ai gâté aujourd'hui. Vous vous rappelez la période où il faisait chaud, on pouvait aller au stade en short, où il y avait un petit peu de public dans les stades. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était fin août. C'était fin août pour la première journée du championnat. C'est toujours un événement. On se rappelle toujours de la première journée du championnat. Et on va faire un petit jeu d'enchères, messieurs. Je vais vous demander, chacun à votre tour, combien vous pouvez me citer de matchs de la première journée de ce championnat 2020-2021. Vous vous rappelez, le multiplex sur Ma Ligue 2, c'était l'événement, le premier multiplex de la saison. Mais il y aura une deuxième question plus facile, bien sûr. Mais, vous voyez, moi, je m'en rappelais de 2, par exemple. Bon, il y en a un, j'étais au stade. C'était plus facile. Dorian, combien tu peux m'en donner, tu penses? Ah ouais, je commence en plus. Honnêtement, je vais dire 1 parce que là, je suis en train de réfléchir. J'en ai pas. Aussi un jeu de... Je dis 1 pour l'instant. Voilà. Je vous laisse la porte ouverte pour surenchérir. Laurent, est-ce que tu surenchéris ou tu laisses la main? Non, moi je laisse la main. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais je suis incapable. Ah ouais, mais c'est facile. Attends, si il dit je vais en faire un, renchérissez, messieurs. Du coup, tu peux très bien dire 3. Tu peux dire 2 ou 3. Ouais, tu peux dire 0. Mais bon, vu notre réaction, j'imagine que. Je prépare un autre quiz derrière parce que je me doute. Je laisse la main. Ah ouais, d'accord. Je dis 1 parce que. Je peux en citer qu'un. Bah ouais, d'accord. Okay. Alors, je sais même pas si j'en ai en fait. Dorian, voilà. C'est bien, c'est première journée. Ok, si, attends, il y en a un qui va me revenir. Non, mais tu le dis direct là. Attends, c'est bon pour un seul. Ouais, il faut. Le premier match de la saison, c'était 15h. Oui, je l'ai. C'est bon. C'était Toulouse-Dunkerque. Toulouse-Dunkerque, bien sûr. Victoire de Dunkerque. Oui, c'est bon, je l'ai. 1-0. Bon, il y avait Valenciennes. Parce que le soir, je suis allé à Valenciennes. Il y avait Valenciennes-Pau. Pau. Eh ben oui. Amiens-Nancy. Agia-Sochaux. Au Cercle avec la blessure de Kitala. Ajaccio-Châteauroux, Guingamp-Niort, Clermont-Camp, Rodez-Grenoble, Chambly-Paris FC et 3 Le Havre le lundi. Tu vois, je savais que ça ne durerait pas longtemps. J'en avais pas beaucoup, mais écoute, je suis ravi de cette victoire à 1. Bravo. Et un petit deuxième quiz. Pas terminé. Hein. Vraiment pour le plaisir. Alors un petit joker. Non, pas le joker. Pareil, système d'enchères. Combien est-ce que vous pouvez me donner de joueurs dans le top 9, parce que 10 après c'est égalité, dans le top 9 des meilleurs passeurs de Ligue 2? Ça c'est pas mal. Combien vous pouvez en donner? Allez, Dorian, tu as gagné, donc tu as l'avantage de commencer. On va commencer... On va commencer prudent, on va commencer à 3. 3. Laurent, est-ce que tu peux en donner plus? 4. Nico, est-ce que tu laisses la main? Je peux en donner 4 aussi, moi, putain. Dans le top 9, tu dis? Ouais, top 9. Allez, je vais en donner 5. 5. 5. Est-ce que je... Dorian, est-ce que tu montes à 6 ou pas? Laisse la main, il va se planter. Allez, je laisse la main. Ça va être allez. 6. Nico, à toi. Laurent, pardon. Non, moi je laisse. Non, mais Laurent. Allez, Nico. Alors, c'était simple parce qu'il y en avait déjà 4 qui étaient sur le terrain lors de Clermont-Auxerre. Donc Berthollier, Saki, Autrette et Le Bihan. C'est le mec qui a préparé. En un match, il a déjà trouvé 4. Et maintenant, le 5e. J'ai le droit à... Enfin, j'ai le droit à quand même aucun joker. C'est quoi Joker?
Aucun joker. Ah, aucun joker, merde. Moi, j'en ai un. Mais... T'en as un. Attends. Allez, vu que j'ai gagné, tu dis je rien. te donne un indice. Non, c'est dégueulasse pour moi. Allez, c'est l'invité. Il va faire gagner l'invité. C'est notre invité. J'en ai un de Grenoble. Ah, mais oui, Bennett. Ouais, c'est bon. Même pas. Non, pas Bennett. C'était pas celui Bennett. auquel je pensais. 4 passes décisives, Bennett. Eh ben, Bennett, il en est à... Oui, pardon, il est 9e. Ouais. 4 passes décisives. Ah. Et ben, bravo. Il y avait aussi Yorick Ravet de Grenoble. Ouais. Tu pensais bravo, à Nico. qui Je pense à Ravet. Ah, bah ouais. Bon, tu m'as pas aidé alors. Ah, bon, quand même. Il y avait également De Jagereux, Boutoba et Rocha. Je note quand même que depuis décembre, je suis victime d'une conspiration entre les deux autres personnes qui sont sur le quiz. J'ai trop gagné jusqu'à présent et donc voilà, maintenant je ne gagne plus. Mais oui. En plus, je suis sur NPG, Bennett. Non, mais il était Boutoba super bien Rocha aussi. Ouais, il était super bien parti avec les 4, on pouvait pas. Ouais, franchement, 4 en un match, bravo. Bon, on va dire merci que les amis. une égalité, mais on donne la victoire à Nico parce qu'il Bien est sûr. invité, voilà, et qu'on est très sympa. Bon, bah Nico, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas pour ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On rappelle qu'il y a de la Ligue 2 tous les soirs en ce moment. Il y a des matchs en retard ce mardi, ce mercredi. Donc, continuez de suivre l'actu de la Ligue 2 sur maligue2.fr et puis sur l'appli également que vous devez télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. On vous surveille si vous ne l'avez pas fait. Attention, on viendra vous gronder. Et bien, on vous dit à bientôt et puis à très vite sur Ma Ligue 2. Salut. Salut. Ciao.